3%. C'est la part que représente l'eau douce sur la totalité de l'eau disponible sur Terre. Dans le monde, depuis les années 50, on observe une accélération des phénomènes extrêmes liés aux changements globaux. Sécheresse, canicules, incendies, inondations. En France, en 2022, 25% de précipitations en moins que la moyenne des 30 dernières années. Une demande croissante, des risques de pénurie et de pollution, des usages, des services et des territoires sous pression. Parce que l'eau est essentielle au développement des écosystèmes, à l'équilibre des milieux, à la santé de l'environnement, à la santé humaine, à l'alimentation, au bien-être des populations, au développement des sociétés humaines, à la vie, parce qu'elle est notre bien commun, pour aujourd'hui et pour demain. Le programme de recherche OneWater, Eau bien commun, mobilise la communauté scientifique et les acteurs français de l'eau autour de 6 grands défis pour repenser les usages et protéger cet élément précieux. Prédire, pour anticiper l'évolution de la ressource en eau, mesurer l'empreinte eau liée aux pressions environnementales et aux activités humaines, s'appuyer sur l'eau comme sentinelle de la santé de l'environnement et des sociétés humaines, proposer des solutions pour promouvoir l'adaptabilité et la résilience des socio-hydrosystèmes, accompagner les transitions socio-écologiques pour une nouvelle gouvernance de l'eau, partager les données sur l'eau. Le CNRS, le BRGM, INRAE et leurs partenaires innovent pour une gestion plus viable, équitable et durable de l'eau. Bonjour à tous. Merci Agathe. J'ai le plaisir d'animer ce premier webinaire OneWater sur les questions de l'eau dans les limites planétaires qui attaque d'emblée un des aspects de la complexité du programme OneWater. Pour ce webinaire, nous aurons 2 intervenants. Sarah Fernandez, qui est ingénieure en chef des ponts, des eaux, des forêts et HDR en géographie. Elle est chercheure à INRAE à Strasbourg, dans l'unité mixte de recherche gestion territoriale de l'eau et de l'environnement. Ses recherches portent notamment sur les articulations entre environnement, savoir et pouvoir, avec une attention particulière aux questions de mesure et aux dimensions territoriales temporelles. Elle travaille sur les instruments d'action publique, sur les équipements ou aménagements dédiés à la gestion du manque d'eau, mais aussi à la gestion des pollutions industrielles ou encore à la restauration des milieux aquatiques. Donc Sarah nous apportera un regard, vous l'aurez compris, plutôt sciences sociales. Et Jean Reynald de Drozy, qui est directeur de recherche au CNRS au sein de l'unité mixte de recherche Géosciences Rennes et vice-président de recherche de l'École normale supérieure de Rennes. Lui, il travaille sur le cycle de l'eau et des éléments depuis l'échelle du bassin versant jusqu'à l'échelle régionale. Il travaille notamment sur les questions d'interaction entre transfert de surface et souterrain, ainsi que de contamination des aquifères et d'évolution des ressources avec les évolutions climatiques. Il est co-animateur du défi 2 et du projet ciblé 4 que vient de présenter Agathe. Donc, tous les deux, ils vont échanger sur les limites planétaires, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'elles se traduisent au niveau local et qu'est-ce que la science peut y apporter. Donc, on va commencer tout de suite avec une première question que je vais poser à Sarah. Sarah, qu'est-ce que le concept de limite planétaire, qui n'est peut-être pas connu de tout le monde ici, et d'où vient-il, sur quoi est-il construit? Et pourquoi on en a-t-on besoin? Merci beaucoup, Olivier, et merci au responsable du programme OneWater de m'avoir donné la possibilité de participer à cet échange. Alors, pour répondre à ta question, je pense que c'est intéressant de mettre en perspective le concept de limite planétaire, donc tel qu'il a été conceptualisé par Rockstrom et ses collègues et publié en 2009. Avec celui de limite à la croissance qui avait fait l'objet d'un travail du Club de Rome avec autour de Meadows et ses collègues et qui avait été présenté à la conférence des Nations Unies sur l'environnement donc à Stockholm. Et donc
où il y avait eu aussi tout un travail en fait de modélisation et de réflexion prospective en fait sur ces limites à la croissance. Et donc, sans vouloir surjouer les différences entre les deux, parce que je pense il y a quand même aussi des ressemblances, c'est qu'en 72, c'est plutôt une représentation de limites de stock qui s'épuisent et qui pose la question de la raréfaction des ressources pour des usages anthropiques et en particulier sur toute la question énergétique. Et en 2009, avec les questions de limites de flux, on voit là plutôt apparaître la question finalement de perturbation d'équilibre systémiques et globaux ou des cycles de la matière et qui du coup après vont poser tout un tas de questions aussi en matière de sobriété, voire de comment est-ce qu'on pourrait laisser des ressources dans le sous-sol, etc. Parce que dès qu'elles en sortent, ça pose quand même tout un tas de problèmes. Et je pense que la notion de limite planétaire, alors après, Jean Raynal, je pense que voilà, les déclinera un peu plus précisément, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est un moyen de mettre en lumière, évidemment, certes, la question de la menace climatique et du nouveau régime climatique dans lequel on se trouve, qui était bien présenté dans la vidéo de départ. Et donc, mais aussi d'autres menaces qui pèsent sur le système Terre, comme par exemple la question de l'érosion de la biodiversité ou encore les questions de toxicité finalement du monde qui est le nôtre. Et je pense que un débat qui serait strictement sur d'un côté la promotion ou la critique de ces notions limites, de leur intangibilité, de la question des seuils de basculement ou d'effondrement finalement, est-ce qu'ils sont vraiment outrepassés ou en passe de l'être? Peut-être que ça risque quand même d'être un peu une impasse. Et ce qui me semble quand même vraiment intéressant avec ces notions de limite, c'est de voir comment ces notions de bascule et de risque un peu d'effondrement, ça fragilise en fait les fondements à la fois de nos représentations de l'histoire, de la croissance, du progrès, et que ça permet de mettre l'accent sur le caractère discontinu et assez désorienté à la fois du passé, mais aussi des futurs possibles. Et ça, faut espérer en fait que ce soit un moyen de mieux anticiper, de se préparer collectivement à un avenir qui soit plus sobre et plus désirable. Et évidemment, dans ces questions-là, on voit bien toutes les dimensions sociales et politiques que ça embarque pour définir ce qui méritera là-dedans d'être préservé, restauré, ou de ce qu'il faudra changer et accompagner, etc. Et donc finalement, c'est la grande question de savoir comment est-ce qu'on arrive à concilier une écologisation des pratiques avec des enjeux de justice sociale. Ça, c'est juste pour la première un peu introduction. Merci. Donc, voilà, donc il y a plusieurs limites planétaires. Il y a la limite eau. Combien de limites et quelles sont ces limites? Peut-être que Jean Reynald, tu pourrais amener des précisions là-dessus. Oui, Rockström en 2009 a défini 9 limites planétaires. Donc les 9 limites planétaires sont les suivantes. Le changement climatique, l'intégrité de la biosphère, alors ça concerne la biodiversité, à la fois d'un point de vue génétique et d'un point de vue fonctionnel. Les cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore, l'occupation des sols, l'eau douce, celle dont on parle aujourd'hui, les nouvelles entités chimiques, facteurs de pollution, la couche d'ozone, l'acidification de l'océan, et la dernière, la concentration en aérosols atmosphériques. Sur ces 9 limites planétaires, 6 ont déjà été franchies depuis soit en 2009, soit depuis 2009. 2 articles de Rockström et de ses collaborateurs sont parus en 2015 et en 2023 pour actualiser l'état de notre planète face à ses limites. L'intérêt de ce concept, et là je reviens sur ce qu'a dit Sarah, qui est parfaitement de pouvoir suivre des indicateurs agrégés dans le temps et de voir comment est-ce qu'on se situe. Est-ce que les évolutions sont négatives ou positives? Et le deuxième grand intérêt, c'est ce concept de résilience, de point de bascule. Franchir une limite, c'est pas franchir un point de bascule, c'est s'approcher d'un point de bascule. On va y revenir bien fréquemment sur ce point de bascule. L'idée, c'est de rester dans un domaine qui est un domaine assez sûr pour l'humanité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un domaine qui ressemble à l'Holocène. La référence sur ces limites planétaires, c'est l'Holocène. C'est cette période entre 12 000 ans et il y a quelques années ou quelques décennies, une période qui était très fertile, féconde pour l'humanité, dans laquelle on a développé des sociétés, dans laquelle on a eu un environnement relativement stable
Et c'est cette époque qui est la référence. Et on souhaite quelque part, en ne passant pas ces points de bascule, rester suffisamment proche de l'Anthropocène, à l'époque actuelle, de l'Holocène, et pas partir sur une ère qui serait peut-être encore plus difficile à envisager, d'Anthropocène ou même de post-Anthropocène. Donc voilà pour ces 9 limites planétaires. Merci. Donc, si on revient maintenant à la limite planétaire sur l'eau douce qui nous intéresse aujourd'hui et qui donc a été franchie là, en 2023, par eau douce, on peut penser à plein de choses différentes. On parle notamment d'eau verte, d'eau bleue. Est-ce que Sarah, tu peux nous préciser ce que c'est et puis aussi nous dire un peu si, quand on parle de limite planétaire sur l'eau douce, c'est toutes les eaux douces qui sont incluses ou si c'est spécifiquement certaines composantes de l'eau? Alors, donc sur la question, merci Olivier des couleurs de l'eau. Alors, il y en a même eu d'autres couleurs, parce qu'il y a aussi les eaux grises, etc. Mais là, on va parler quand même de l'eau bleue et de l'eau verte. Alors, on doit ces deux termes à une hydrologue suédoise qui est Malin Falkenmark, qui est une des co-autrices de la publication là, de Rockström et al. De 2009. Et on verra qui était déjà, en fait, qui œuvrait déjà des années 70 un peu à la construction de cette communauté épistémique d'hydrologues internationaux qui ont cherché à représenter le cycle global de l'eau et les risques, en particulier de pénurie d'eau. Mais alors du coup, eau bleue, eau verte, en gros, l'eau bleue, c'est la part de l'eau de pluie qui va se retrouver dans les rivières, les lacs ou les nappes et qui ensuite peut être mobilisée grâce à des techniques et des infrastructures pour différents usages et donc qui va générer des prélèvements. Et là-dedans, il y a une partie qui va être consommée, une autre qui va être restituée au milieu avec une qualité plus ou moins dégradée, etc. Et avec le concept d'eau verte que Malin Falkenmark développe dès les années 80, en fait, ce qu'elle cherche, c'est à rendre compte de ce qu'on pourrait appeler la pluie efficace des agronomes ou des forestiers, c'est-à-dire l'eau de pluie qui s'infiltre dans le sol et qui va être accessible au système racinaire des plantes. Et donc, du coup, derrière, c'est de dire que finalement, voilà, l'évapotranspiration de la végétation pour la production de biomasse, ça va utiliser de l'eau verte et de l'eau bleue si on est dans des systèmes qui sont irrigués. Donc après, je reviendrai parce que la question, c'est un peu de savoir pourquoi elle a cherché à distinguer ça, et c'est parce que derrière, ça renvoie à des modes d'action sur l'espace et des manières d'appréhender la gestion de l'eau qui sont pas forcément les mêmes. Et donc, mais d'abord, ce que je voudrais un peu en partager avec vous, c'est que donc autour de cette conférence de Stockholm, dont je parlais tout à l'heure avec les limites à la croissance et Meadows, etc., en 72, mais aussi il y a eu une conférence des Nations Unies sur l'eau à Mar del Plata en 77, et à ce moment-là, il y avait aussi la décennie internationale de l'hydrologie internationale, je ne me rappelle plus, sous l'égide de l'UNESCO, qui est devenu un programme qui existe encore aujourd'hui et qui a structuré, comme je disais tout à l'heure, une communauté épistémique d'hydrologues, c'est-à-dire qu'en gros, il y a eu beaucoup de débats pour un peu se mettre d'accord sur les catégories, etc. Et surtout chercher à quantifier en fait le cycle global de l'eau et un peu les pressions auxquelles il était soumis. Et là, c'était très cadré par des questions de risque de pénurie d'eau par rapport à des indicateurs. Alors, en amont, il y a eu l'indicateur de stress hydrique, et ça c'est encore Falkenmark avec les seuils là, 1000 mètres cubes par habitant et par an ou 500 mètres cubes par habitant et par an, mais aussi d'autres indicateurs, comme par exemple le pourcentage de prélèvement par rapport aux ressources, sachant que dans les prélèvements il y a une partie consommée, l'autre pas, etc. Et ensuite dans les années 90, on va avoir d'autres indicateurs tels que l'eau virtuelle, c'est-à-dire un peu virtuel parce que c'est dire quand on échange des biens, en fait, en particulier à travers le monde, indirectement, ces biens, ils ont nécessité pour être produits de l'eau qui a été consommée, et en particulier des produits agricoles et alimentaires, avec de l'eau qui a été évapotranspirée, donc virtuellement, c'est de l'eau qui est échangée. Puis la notion d'empreinte eau, dont on a déjà parlé là depuis le début de ce séminaire, à la fois parce que c'est constitutif quand même un peu du programme One Water, qui est là se place plutôt du côté de la consommation, et c'est quand même aussi la question de savoir nos modes de vie et nos consommations, qu'est-ce que ça implique par rapport à l'usage de l'eau.
Et ce que je voudrais dire là, c'est surtout que, en fait, tous ces indicateurs sur cette longue période, ils ont été associés au calcul de l'évapotranspiration à l'échelle mondiale. Parce que derrière, il y avait quand même beaucoup la question finalement de la production agricole et alimentaire. Et ces différents indicateurs, c'est des indicateurs finalement de différentes manières de problématiser les relations entre eau et économie politique. Et donc, du coup, de problématiser les questions de limites. Et comme on va le voir, peut-être des limites assez différentes des limites planétaires d'aujourd'hui, parce que dans les années 70-80, c'était des limites par rapport à des objectifs d'autosuffisance alimentaire des États-nations, avec l'indice de stress hydrique. Dans les années 90, avec l'eau virtuelle, c'est la promesse finalement de relâcher ces limites locales de disponibilité en eau grâce à une fluidification du commerce international des produits agricoles dans une ère qui est quand même plutôt néolibérale, avec finalement l'idée que le stockage et le transport des céréales sur de longues distances, ça deviendrait en quelque sorte un substitut du stockage et des transferts d'eau plus locaux, ou encore l'idée de relâcher en fait de ces limites, je ne sais pas comment l'exprimer mieux, grâce à des changements dans les modes de consommation plutôt individuels, avec l'empreinte eau à partir des années 2000. Et ce que je veux dire, c'est que ces indicateurs, les seuils, les projections et surtout les débats prospectifs qui les ont accompagnés, voilà, ils ont cherché à mettre à l'agenda des limites concernant les ressources, et c'est déterminant. Donc, du coup, quelque part, comment on assigne des responsabilités? Est-ce que c'est la croissance démographique économique? Est-ce que c'est les régimes alimentaires? Et parce qu'il y avait voilà, l'idée de dire que autour de la question de la population, il y a une croissance exponentielle de la population et plutôt une croissance arithmétique de la production agricole. Et ça a soutenu différentes manières d'y faire face et de les contourner. Et en particulier, la question du contrôle démographique et au fond derrière, la question très politique aussi et sociale, qui est de savoir si une population importante, c'est une ressource ou une contrainte, voire une bombe. A été abordé, mais ça a fait l'objet toujours de débats et de controverses très intenses. Et ça, d'ailleurs, pas depuis seulement la période que je viens de retracer là très brièvement, hein, puisque depuis le 19e siècle, on pense aux travaux de Malthus ou Mill, etc., c'est des débats très intenses. Et ce que je voudrais juste dire là, c'est que dans ces débats, on observe aussi une appétence toujours à se rabattre sur une forme de technosolutionnisme, l'idée selon laquelle la technologie, ça permettrait toujours, en fait, quelque part, de dépasser ou de contourner les limites, avec le stockage de l'eau, le traitement, et aujourd'hui, la réutilisation des eaux usées traitées. Si c'est pas, enfin, bon, la réus, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est un peu cette promesse que ce serait le moyen de dépasser les limites sans avoir à remettre en question la croissance, ou plus spécifiquement ici, pour ce qui nous concerne, les usages de l'eau, est-ce qu'il est légitime, est-ce qu'il est fonde, etc. Et de penser en termes de compensation. Et là, pour revenir à l'eau bleue et à l'eau verte, c'est que je pense que l'eau verte, à la différence de l'eau bleue, elle n'a pas fait l'objet historiquement de ce que Zanoff a appelé une science réglementaire. C'est-à-dire qu'une science réglementaire, c'est l'idée de dire que quelque part, il va y avoir tout un tas de développement métrologique, parce qu'à la fois, voilà, certes, ça répond à des enjeux de recherche, mais aussi c'est parce qu'il y a une action publique qui saisit de ces questions-là et qui, du coup, investit dans des données météorologiques, de hauteur d'eau, etc. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que l'eau verte, elle est peu quantifiée localement jusqu'à maintenant. Elle a pas été un instrument de gestion comme ont pu l'être les débits ou les hauteurs d'eau. Pour une action publique, quelque part, qui chercherait à intervenir sur des territoires de l'eau, qui reconnecterait la question de la gestion des espaces avec celle des flux d'eau dans les rivières ou même souterrains dans les nappes. Alors là, Sarah, excuse-moi de te couper, là, tu parles d'instruments de gestion, de capacité de mesure de l'un, mais pas de l'autre. J'aurais envie de poser tout de suite une question à Jean Reynald sur Oui. c'est quoi les indicateurs spécifiques? Comment on mesure pour savoir si on est en train de dépasser ou pas la limite planétaire sur l'eau douce, soit sur l'eau verte ou sur l'eau bleue? Oui, définir un indicateur, c'est le travail qu'ont réalisé Rockström et ses collègues déjà en 2009, et puis l'indicateur a été mis à jour en 2023. Dans cet article qui est paru en septembre, qui a été repris dans de nombreux médias, qui a limite planétaire sur l'eau douce a été dépassée. Donc les indicateurs, ils sont de deux natures, un pour l'eau bleue, un pour l'eau verte. L'indicateur pour l'eau bleue, c'est la valeur du débit des fleuves, la statistique du débit des fleuves.
Si 10% des débits des fleuves sont significativement différents par rapport à ce qu'ils ont été pendant l'Holocène, c'est cette période où on n'a pas eu la civilisation industrielle avec des perturbations massives, si c'est dépassé de 10%, à ce moment-là, on a dépassé la limite planétaire. Pour l'eau verte, c'est le même seuil de 10%, mais ça concerne l'humidité des sols. Pour ces deux indicateurs, en fait, on s'est rendu compte, et c'est bien ce que dit Rockström, qu'ils ont été dépassés dans les années, début des années 1900. Donc les indicateurs ont bien été dépassés. Aujourd'hui, on est de l'ordre de 18% sur l'indicateur au bleu et 15% sur l'indicateur au vert. On considère qu'on a passé réellement des points de bascule, des seuils à partir desquels on fonctionne dans des conditions extrêmement dégradées à partir de 50%. Bon, la valeur de 50% est très prospective. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une différence entre la limite, 10%, et puis les 50%, où on va être dans des conditions extrêmement dégradées. Entre 10 et 50%, on est dans le temps de l'action. On est dans le temps de la mobilisation. On va se rapprocher de points de bascule, on va se rapprocher de gros problèmes, mais anticipons. Et c'est bien ça le sens de ces limites planétaires. C'est un concept qui doit être opérant. Ce qu'on voit aussi au bleu et au vert, c'est, comme le disait très bien Sarah, l'idée qu'on va être dans un certain détail entre le cycle naturel et l'interaction avec les sociétés. On est bien dans une idée que dans le cycle de l'eau, on est dans une diversité. Et c'est ça qu'on va aussi reprendre après. Puis la deuxième chose que je voudrais souligner, c'est qu'on capitalise sur des données, on capitalise sur des connaissances. Et ça, c'est inestimable. De pouvoir avoir des bases de données, de pouvoir investir dans des connaissances, de pouvoir nous-mêmes participer au développement de ces connaissances, au développement de ces données, c'est un impératif pour savoir quelle est notre trajectoire et puis pour dessiner ces trajectoires futures. Merci. Et en parlant de trajectoire, on est en plein dans le changement climatique, comme ça t'est rappelé dès l'introduction par Agathe. Est-ce que les diminutions d'eau bleue et d'eau verte sont plus marquées avec ce changement climatique? Oui, alors des travaux existent, commencent à exister sur est-ce que le changement climatique impacte plus ou moins l'eau verte, l'humidité des sols, l'eau bleue, les rivières, les lacs, etc. Oui, effectivement, il y a des différences notables. Un exemple sur l'Europe, sur les questions de sécheresse. Est-ce que la sécheresse impacte plus l'eau verte et l'eau bleue? Et de façon extrêmement surprenante, et c'est une étude qui a été menée sur 400 bassins versants, très représentative des différents climats présents en Europe, on se rend compte que l'eau bleue est tout de suite beaucoup plus impactée par les sécheresses. Alors que l'eau bleue, elle fait une distance qui est assez significative. C'est quelques kilomètres, voire quelques centaines de kilomètres dans les grands bassins versants. Alors que l'eau verte, qui est beaucoup plus locale, résiste beaucoup mieux à la sécheresse. Donc, on a besoin d'aller dans des études qui sont des études représentatives, qui sont des études détaillées. Un exemple peut-être très local qui montre bien qu'il y a parfois des aspects très contre-intuitifs. En Bretagne, on a plutôt une tendance dans les scénarios climatiques à avoir un peu plus de précipitations dans les scénarios futurs. Bon, on est déjà assez bien lotis en Bretagne, l'imagerie populaire le témoigne, et là on va avoir un peu plus de précipitations, et ces précipitations, elles vont avoir lieu principalement fin du printemps, début de l'été, ce surplus de précipitations, au moment finalement où l'évapotranspiration est la plus importante. Donc ça va bénéficier très fortement à l'eau verte, mais pas du tout à l'eau bleue. Et paradoxalement, les ressources en eau bleue peuvent diminuer alors que les précipitations augmentent. Donc on voit bien que ces calculs globaux, ils nécessitent à un moment d'être instanciés localement et de pouvoir répercuter des conditions qui sont des conditions très spécifiques. Donc on voit bien les dynamiques physiques, mais ce qui va faire bouger aussi ces limites et franchir les seuils éventuellement, c'est les pressions sur les ressources. Est-ce que Sarah, tu pourrais nous expliquer quelles sont ces pressions et donc qu'est-ce qui va faire bouger dans un sens ou dans un autre la limite, l'atteinte de la limite? Évidemment, c'est en particulier les usages de l'eau et les usages des espaces. Alors, peut-être
peut-être plutôt que, bon, il y a la notion de pression, mais on pourrait aussi plus largement parler finalement d'interdépendance liées à l'eau qui sont à la fois biophysiques et donc et sociales, parce que il y a des usages qui sont concurrents, par exemple autour de l'eau bleue, mais aussi parce que les usages qui prélèvent de l'eau, ils vont toujours en restituer au moins une partie avec une qualité plus ou moins dégradée, et aussi parce que les milieux ont des sensibilités différentes. Et puis aussi parce qu'il y a quand même des formes d'irréversibilité, même si peut-être que les notions aussi de flux et de cyclicité peuvent pas forcément en rendre toujours compte, en particulier du point de vue social ou politique. Et aussi parce que l'avenir, il est incertain, pas seulement parce qu'on ne sait pas comment une variable va évoluer, donc ça c'est une question très importante, mais aussi parce qu'on sait, enfin la question à se poser, c'est savoir quelle importance aura cette variable aussi dans le futur pour la société. Et donc du coup, évidemment, voilà, ce que je disais déjà tout à l'heure, hein, on a historiquement plus localement, hein, je parle quantifié l'eau bleue que l'eau verte, et donc du coup ça permet de représenter les effets de prélèvement ou de dérivation, et donc du coup les pressions sur les ressources, c'est quand même ça, c'est-à-dire de dire comment vont évoluer ces prélèvements. Et derrière, il y a des questions économiques, mais il y a aussi des questions d'action publique, de régulation, qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise pas. Il y a voilà, des questions aussi peut-être de meilleure compréhension de la circulation de l'eau, en particulier entre eau superficielle et eau souterraine. Et comment le dire, l'eau verte, elle, ça pose aussi la question de l'effet plus largement de l'aménagement de l'espace et de la manière dont on va occuper les sols et ce que ça fait au flux d'eau, que ce soit dans les sols ou que ce soit dans les rivières. Et ces pressions, elles sont aussi qualitatives, en fait. C'est ça que je vais essayer de dire. Alors, attends, je vais essayer de me rapprocher parce que je crois qu'il y a des problèmes de son. Je suis désolée, j'ai une tendance à m'éloigner. Euh, Parce qu'on est aujourd'hui dans des situations où en fait on peut de plus en plus détecter plus finement tout un tas de polluants dans l'eau. Et ça a pu aider en fait à définir des moyens de réduire un certain nombre d'entre eux, mais on a aussi affaire à tout un tas de foisonnements en fait de polluants qu'on voit et qui restent, en tout cas aujourd'hui, assez ingouvernables. On peut penser par exemple à la question du S-métolachlore par rapport aux eaux brutes, c'est-à-dire aux eaux qui peuvent être ensuite potabilisées. Et il y a aussi des difficultés quand même à appréhender les impacts multiples de l'ensemble des polluants, micropolluants et faibles doses. C'est ce qu'on appelle voilà, un peu les effets cumulés, hein, à la fois sur l'environnement et la santé humaine. Et du coup, je pense que toute cette situation, ça rouvre la question de finalement l'innocuité, la question des seuils, en fait, qui sont inscrits dans des normes, etc. Et la manière dont on l'objective, et ça peut aussi ouvrir des perspectives sur ce qui pourrait relever, par exemple, d'une innovation, je sais pas, plutôt frugale, low-tech, et plus largement encore des changements dans ce qu'on décide de produire ou pas, ou de consommer ou pas. Voilà. Des pressions à la fois qualitatives et quantitatives, mais quand même dans des représentations où l'eau encore souvent reste plutôt une variable d'ajustement quand même de la manière dont on utilise les espaces. Merci à tous les deux pour cette explication de ce que c'est que cette limite planétaire sur l'eau douce. Donc ça reste assez global et conceptuel. Euh, et ça peut être assez loin des préoccupations des acteurs, des gens dans les territoires. Maintenant, j'aimerais qu'on arrive plus on va dire, à faire atterrir ces limites planétaires. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, localement? Et dans un premier temps, peut-être que Jean Reynald, tu pourrais nous dire comment on fait pour évaluer les limites en eau à une échelle locale. Et est-ce que cette évaluation, elle est fiable? Comment on peut l'évaluer? Oui, effectivement, en passant d'une échelle globale où on a parlé de débit des fleuves, on a parlé d'humidité globale des sols, à l'échelle locale, les contextes peuvent être extrêmement différents et évaluer les limites, c'est un véritable enjeu. C'est un véritable enjeu. Évaluer les limites, ça veut dire connaître les capacités. C'est deux pièces, c'est les deux faces d'une même pièce. Et les composantes du cycle de l'eau dont on parle,
Elles sont nombreuses. On voit bien que ça fait intervenir tout un cycle, les rivières, les fleuves, les lacs, plutôt cette partie au bleu dont on a parlé, y compris les nappes phréatiques, les aquifères. La partie qu'on voit moins, c'est cette humidité des sols, les transferts entre les différents compartiments. Et l'enjeu, c'est de pouvoir intégrer des connaissances extrêmement variées, de les représenter dans le cycle de l'eau et de l'instancier localement. Les échanges sont continuels entre compartiments. À cela s'ajoutent les questions de qualité qu'a abordé Sarah et qui sont aussi essentielles que les questions de quantité. Et les questions de qualité, elles font intervenir nombre d'éléments et un nombre de plus en plus important d'éléments différents. Les éléments se transforment en plus dans l'environnement. Donc, on ne retrouve pas uniquement ce qu'on a mis, mais aussi d'autres éléments, et puis des éléments qui viennent du milieu naturel eux-mêmes, qui peuvent être mobilisés dans le milieu naturel. L'évaluation repose très généralement sur une méthodologie extrêmement éprouvée. Éprouvée, une méthodologie de qualité à base d'observation, d'expérimentation et de modélisation, chacune étant absolument essentielle. Alors l'observation, d'abord, ça c'est indispensable de suivre le milieu. Alors on suit certains points du milieu dans des fleuves, dans des aquifères, ce sont des mesures ponctuelles qui peuvent être suivies dans le temps. C'est de la surveillance. Ce sont des indicateurs d'intérêt, ça peut être des hauteurs d'eau, des éléments chimiques, ça peut être des paramètres physiques, la température, la conductivité. Pour donner sens à ces mesures, on a besoin d'avoir des références. Ces références sont données par des sites qu'on connaît bien, qui sont bien expérimentés, à partir desquels on a mis au point des lois, on a mis au point des capacités de modélisation. Ces sites sont très généralement opérés par la communauté scientifique en relation avec nombre de partenaires non académiques. Et puis, troisième point, la modélisation, pouvoir passer de ces valeurs ponctuelles en utilisant les connaissances acquises dans ces sites d'observation, dans ces zones ateliers, c'est de la modélisation. Et là, la modélisation est destinée à passer de quelques points à une représentation qui est plus continue, plus générale. Alors, toute cette démarche mobilise un ensemble très large d'ingénieurs, de techniciens, de scientifiques, mais aussi toute catégorie de personnel. J'entends les personnels administratifs, ceux qui nous permettent de partir en mission, ceux qui permettent de réaliser ces suivis. Et aussi puissantes soient-elles, les défis sont gigantesques. Déjà, l'interpolation, l'extrapolation qu'on doit réaliser à partir de quelques points pour des milieux qui sont des milieux d'échelle continentale, c'est un véritable enjeu. Il y a un deuxième enjeu qui est celui de l'incertitude. On a potentiellement une incertitude qui est assez large. Donc ces deux enjeux appellent aussi de vrais progrès, de vraies capacités nouvelles à utiliser nombre d'évolutions, d'avancées scientifiques. Donc ça fait partie de notre travail de pouvoir utiliser de nouvelles voies de connaissances. Alors typiquement, comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser les progrès de la chimie, de la biologie, de l'écologie pour pouvoir détecter des choses sous le seuil de détection actuel, par exemple des perturbateurs endocriniens qu'on ne voit pas avec la métrologie qu'on connaît actuellement, mais grâce à des capteurs qui vont accumuler ces molécules, on va pouvoir commencer à les détecter. Et ça, c'est important, parce que même si on ne les détecte pas, l'écologie du milieu aquatique, les poissons, mais pas uniquement les poissons, aussi l'ensemble des organismes, sont sensibles à ces perturbateurs sous les seuils de détection. On va aussi utiliser des espèces du milieu naturel, comme des petites crevettes dans les rivières, des gamarres, qui sont sensibles et qui vont accumuler et qui vont nous dire attention, là on va vers une dégradation à qualité avant même que cette dégradation soit critique. C'est toujours l'idée d'anticiper, l'idée de Rockström, de ne pas attendre qu'on soit dans une situation de crise. La limite, c'est maintenant qu'on doit se mobiliser pour pouvoir revenir dans un espace qui est un espace sûr. Et puis d'autres mesures, comme des mesures d'ADN environnemental, alors ça c'est un peu plus technique, mais ce sont des observations qui sont absolument fascinantes, qui deviennent accessibles à des coûts abordables et qui donnent un inventaire de la biodiversité de l'ensemble des espèces qui peuvent être présentes à un moment donné. En connaissant l'ensemble des acteurs, on peut savoir comment évolue le milieu naturel en fonction des forçages. Voilà, donc toutes ces connaissances sont développées par le monde scientifique
On les développe en forte interaction avec les partenaires et elles sont aussi destinées à nous donner une vision, une perception qu'on va utiliser et qu'on souhaite partager avec l'ensemble de ces acteurs. Et c'est cette perception-là qui va être motrice, mobilisatrice d'une action, d'une volonté commune d'évoluer. Et donc, on voit bien comment les connaissances sont acquises bien ancrées dans les territoires sur l'eau. Mais on l'a vu, il y a 9 limites planétaires, donc il y en a 8 autres que l'eau. Est-ce que quand localement, les acteurs, ils n'ont pas à agir en fonction de ces 9 limites et pas uniquement en fonction de l'eau? Et du coup, comment est-ce qu'on aborde les relations entre la limite eau et les autres limites planétaires? Sarah, avec ta position de géographe, tu peux peut-être avoir des éléments à nous apporter. Alors, peut-être, ouais. Alors, en préambule, quand même, de revenir quand même sur la question que aussi on hérite, encore une fois, d'histoire, de métrologie différenciée. C'est ce qui fait que quand même, il y a les hauteurs d'eau, les débits, les prélèvements, on connaît mieux, par exemple, que quand même encore le fonctionnement des milieux aquatiques, où ça, c'est venu plus tard, etc. Et donc, du coup, il y a comment est-ce qu'on fait avec ça. Mais ce que les limites planétaires elles montrent, c'est que les routines de l'action publique dans le domaine de l'eau à l'échelle européenne, nationale ou plus locale, avec des indicateurs sur les chroniques, etc., les seuils d'alerte, les volumes prélevables, les facteurs de dilution, c'est quand même très fragilisé aussi. Et donc, les contours des systèmes sont brouillés. Mais pour voir en fait là-dedans, en fait, qu'est-ce qu'on peut mobiliser comme méthode et approche, ben, moi, je pense en particulier pour territorialiser ces grandeurs et les différentes grandeurs, comme tu le disais, hein, pas que la limite eau, mais aussi les autres, je sais pas, azote, phosphore, etc., etc. C'est par exemple le travail sur les métabolismes territoriaux. Alors jusqu'à maintenant, ça a été surtout développé dans les contextes urbains, hein, par exemple avec les travaux de Sabine Barle, où l'idée c'est d'essayer de quantifier les flux d'énergie et de matière qui sont mis en jeu par le fonctionnement d'une ville, mais qu'en fait, ce qui peut être intéressant, c'est aussi de l'étendre davantage à des territoires plus larges et pas spécifiquement et uniquement en questions strictement urbaines. Et donc ça permet de calculer l'empreinte environnementale d'une ville, d'un territoire. Et ça permet en fait de quantifier les espaces qui sont impliqués dans les connexions entre production et consommation d'eau, d'énergie, d'aliments, entre aussi production et déchets. Hein. Alors les déchets vus au sens large, voilà, les déchets ménagers, mais aussi les eaux usées, ou même on pourrait dire les émissions de CO2 finalement. Et ça peut aussi aider du coup à réfléchir en termes de transition et de sobriété. Et ce qu'il faut voir, c'est que les distances entre lieux de production et de consommation, en fait, ce qui caractérise les 200 dernières années, ben, c'est que ça fait très étalé dans l'espace, hein, puisque pour Paris, par exemple, la distance moyenne liée à la fourniture d'aliments consommés à Paris a augmenté d'un facteur 4 au cours des 2 derniers siècles, et pour l'énergie consommée, ça aurait augmenté même d'un facteur 20 d'après les travaux de Barle. Mais au-delà de la question de l'expansion spatiale, c'est qu'il y a aussi des intensifications des métabolismes. Et du coup, derrière, ce que ça vient, en fait, ça peut venir alimenter tout ce travail d'objectivation des différents flux, c'est de réfléchir au processus de recircularisation, en fait, de ces flux. Et c'est là où on pourrait retrouver la réutilisation des eaux usées traitées, mais bien sûr à condition que ce soit pas associé encore à des logiques de croissance économique perpétuelle, parce que sinon, il y a des risques là, d'effets rebonds, mais là, pour le coup, qui ont été quand même déjà renseignés et mis en évidence depuis le 19e siècle, parce que l'effet rebond, c'est Gibbons, sur les questions d'énergie. Donc, du coup, l'idée que même si on réduit l'intensité relative d'un flux, mais il faut faire attention à ce que, en fait, après, il n'y ait pas globalement une augmentation du flux. Par exemple, on augmente l'efficience d'usage de l'eau en changeant de technique d'irrigation, mais globalement, on augmente les prélèvements en eau, les superficies irriguées, etc. Donc, il y a aussi, ça permet d'initier une réflexion sur la question des techniques en fait qui organisent les flux. Et du coup, il y a beaucoup de débats en fait hein, sur finalement est-ce qu'il vaut mieux des grands réseaux, des réticulations à grande échelle ou au contraire des réseaux plus décentralisés avec plus de circularité, d'autonomie.
Et je pense que c'est important aussi de coupler en fait ces analyses métaboliques. Hein, donc du coup, là, on va reprendre les flux et les notions de limites, mais territorialisées, à des analyses des systèmes d'acteurs, des règles d'accès ou des institutions, de leurs instruments et de leur fonctionnement. Et parce que finalement, je pense que on a très clairement besoin d'objectiver, de quantifier à des échelles locales, mais on a aussi besoin d'arènes qui permettent de s'accorder sur les quantifications qui comptent, les incertitudes qui leur sont associées, et pour pouvoir dessiner des trajectoires qui soient quand même moins extractives, qui internalisent des métabolismes, hein, même si on sait bien que la définition, par exemple, d'une ville, c'est justement d'être un espace qui dépend d'autres espaces pour répondre à ses besoins, mais il y a quand même la question des interlands, elle peut être plus ou moins étendue, etc., et de relocaliser. Et donc, on voit bien que le périmètre de ces systèmes, c'est ça aussi qui doit faire l'objet de débats et d'arbitrage. Et finalement, derrière, on voit que derrière ces questions-là, il y a la question finalement de l'économie circulaire. Et on peut voir comme un changement seulement dans les manières de produire, et ça, c'est historiquement ce qui a été plutôt investi, on va être plus efficace avec des systèmes, des innovations pour mieux traiter justement les polluants, les déchets, mais aussi peut-être aux manières de produire et de consommer globalement moins. Et par exemple, je trouve qu'un exemple intéressant, c'est la désimperméabilisation des villes. Voilà, on pourra y revenir. La question en fait, du transfert eau et sol. Voilà. On pourra peut-être y revenir dans les questions tout à l'heure. Là, je pense qu'on a bien vu le panorama et la complexité de passer dans les limites planétaires au niveau local. La question qu'on va se poser maintenant, c'est qu'est-ce que nous on peut apporter en tant que scientifique, et peut-être dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui se passe quand la limite est dépassée. Est-ce que c'est vraiment grave, hein, Jean-Reynald? Oui, alors effectivement, il y a des cas dans lesquels la limite dépassée, on va se retrouver dans des conditions qui sont réversibles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir revenir à l'état précédent. Je pense par exemple quand on a un pompage dans une nappe phréatique, un aquifère, et ce pompage est relativement limité, donc on va revenir en limitant le pompage à une remontée du niveau de la nappe phréatique. Ça, c'est assez classique. On a d'autres situations dans lesquelles on va être dans une situation irréversible. Donc non résiliente, irréversible, ça veut dire qu'on va passer à un point de bascule. Je prends un premier exemple qui est l'exemple des aquifères côtiers. Quand on pompe dans un aquifère côtier, on va avoir tendance à attirer de l'eau de mer, c'est-à-dire de l'eau salée dans l'aquifère. Et quand cette eau salée se met dans l'aquifère, comme elle est plus lourde que l'eau douce, elle va se mettre au fond de l'aquifère. Et en pompant, on va faire remonter cette eau salée et on va commencer à pomper de l'eau salée. Et une fois que l'eau salée s'est installée dans l'aquifère, pour pouvoir la déloger, pour pouvoir lessiver l'aquifère, ça peut prendre un certain temps, voire quelques années, quelques dizaines d'années, voire plus en fonction de la nature de l'aquifère. Un autre exemple sur une situation non résiliente qui a été bien cartographiée en Californie et pour lequel je vous partage une illustration que vous voyez ici. Vous voyez ce poteau avec une personne en bas. En 1925, c'était le niveau, pas le niveau de la nappe, le niveau du sol. Donc le niveau du sol entre 1925 et 1977, vous voyez qu'il a baissé de plusieurs mètres. Il a baissé de plusieurs mètres parce qu'on a intensivement irrigué des cultures, ici qu'on voit en arrière-plan. Et comme l'eau, c'est un constituant du milieu souterrain, en retirant beaucoup, on a une subsidence du sol qui est liée à un tassement. Jamais l'aquifère ne retrouvera des propriétés élastiques qui lui permettront de stocker de l'eau comme il le faisait avant. On est bien là dans une situation irréversible, dans l'un de ces points de bascule qu'a décrit Rockström, et qui finalement est quelque chose d'absolument déterminant. Pouvoir carter ces points de bascule, savoir où est-ce qu'on en est, anticiper pour ne pas les passer. On a des solutions, je parlais des aquifères côtiers, par exemple à Barcelone, ils savent très bien que le biseau d'eau salée est rentré dans la partie continentale. Ils ont essayé de mettre, d'ailleurs avec succès, en place une barrière hydraulique. Alors ça consiste en quoi? Ça consiste à injecter de l'eau douce le long de la côte, dans des puits, de façon à faire comme une barrière, une valeur de charge un peu plus haute que celle de la mer, un peu plus haute que celle des terres,
qui permet d'éviter que l'eau salée ne rentre dans la nappe phréatique, ne rentre dans le milieu souterrain. Merci pour Donc, cet exemple concret, Jean Rénal. Peut-être pour continuer sur les modalités d'action pour aller vers la résilience, Sarah, est-ce que toi, tu as des éléments à apporter sur les perspectives pour avancer vers la résilience des socio-hydrosystèmes? Alors, ben, je pense qu'il y a des questions aussi à travailler sur la manière dont on décide collectivement et sur la manière dont travaille l'action publique dans la régulation des usages, parce que l'eau, la particularité, hein, c'est que matériellement, elle est assez rétive à l'appropriation parce qu'elle circule, donc c'est difficile de la partitionner, de l'enclore et donc de la privatiser. Bon, pour autant, voilà, on voit bien que dans One Water, il y a bien cette idée de construire hein, l'eau en tant que bien commun. Mais si on regarde aujourd'hui en France, elle n'est pas un bien commun à tous, puisque le droit de riverainté il est conditionné par la propriété riveraine, l'eau de pluie qui tombe sur une parcelle, eh ben, elle est appropriable, etc. Et aussi parce qu'il y a des interdépendances multiples, hein, il y a des usages rivaux qui se régulent d'ailleurs selon différents dispositifs, et ça il y avait une histoire avec dispositifs réglementaires, techniques, concertés. Et donc en France, ben, l'eau elle est à la fois commune, mais elle est aussi privative. Dans d'autres pays comme l'Espagne, il y a une domanialisation quasi totale des eaux à la fois souterraines et de surface. Et après, en France, on voit, c'est qu'il y a déjà une histoire, en fait, d'essayer de construire des solidarités de fait, hein, avec des infrastructures, ou sous l'impulsion des pouvoirs publics. Alors, au XIXe siècle, les associations syndicales autorisées, et puis plus récemment, les comités de bassin ou encore les commissions locales de l'eau. Et donc, du coup, je pense que les perspectives, c'est à la fois sans verser dans une amnésie hein, organisationnelle et quand même de construire en fait sur les analyses et la connaissance qu'on a des systèmes existants, mais aussi quand même peut-être de redéfinir les formes et les instruments d'espace communs pour concevoir des trajectoires de sobriété qui soient à la fois quantitativement significatives, et c'est là où il y a besoin quand même d'objectivation et qu'elles soient partagées, et qui soient aussi socialement justes, c'est-à-dire les usages à soutenir ou à limiter et encore à accompagner pour qu'ils se transforment. Et là, je pense que il y a une place pour les scientifiques. Et je pense que c'est important aussi, et ça, dans les sciences humaines et sociales, c'est des choses qui sont travaillées, c'est de reconnaître que ces dynamiques, en fait, de construction de commun, ça implique évidemment non seulement la production de consensus, hein, on ne peut pas vivre de consensus permanent, et de conventions, mais aussi des tensions, des conflits et des controverses. Et c'est aussi au travers de ces derniers, en fait, qu'il y a des choses qui bougent. Et d'ailleurs, l'étymologie en matière d'eau, elle est assez révélatrice. Est-ce que Sarah, il y a Ouais. dans ces perspectives, il y a moyen d'identifier des points d'alerte? Euh, des points d'alerte. Ben, pour prévenir, savoir à l'avance, dans la perspective, à l'identifier, comment on identifie, comment on prévient l'approche des limites pour ne pas les dépasser. Ben, je pense que ça passe effectivement par il y a de la planification quand même concertée qui peut permettre, si tu veux, de se projeter à horizon 10, 15 ans. Et après, il y a ben, un peu toute la question des approches prospectives, en fait, hein, qui peuvent être déjà instituées avec des dispositifs existants de type commission locale de l'eau, schéma d'aménagement et de gestion des eaux, si on prend le cas de la France, ou encore dans le cadre des PTGE, et qui peuvent être quand même des manières, en fait, de justement commencer à intégrer ces limites et de voir vraiment comment anticiper pour éviter une bascule. Voilà. D'accord. Merci. Donc, en parlant de limites territoriales, vous avez évoqué tout à l'heure très rapidement la notion d'empreinte. Ça vaut peut-être le coup de revenir dessus. C'est peut-être là aussi un élément de qualifier l'état du système sur lequel les scientifiques peuvent apporter quelque chose. Est-ce que, Jean-Renal, tu peux nous éclairer sur ces notions d'empreinte? oui, on connaît bien l'empreinte carbone. On mesure l'empreinte carbone, c'est dans la fresque du climat que certains vous ont très certainement déjà réalisé, qui est l'atelier d'automne. Peut-on avoir aussi une empreinte eau, définir une empreinte eau? Et c'est déjà le cas pour un certain nombre de produits
c'est une empreinte qui est d'abord quantitative. Combien d'eau est-ce qu'il faut pour produire tel ou tel autre élément, tel bien ou tel produit? L'empreinte sert beaucoup plus généralement que l'interaction qu'on a avec le système, elle n'est pas uniquement quantitative, elle est aussi qualitative, c'est-à-dire quelle est la quantité de tel produit, tel élément chimique qui va être mis dans le système à partir de tel bien. Donc c'est cette notion d'empreinte qui me semble extrêmement intéressante et qui est globale. L'idée étant à la fois de pouvoir caractériser le milieu, caractériser les effets des interactions avec les sociétés, et puis de voir quel est l'effet. L'empreinte, c'est quel est l'effet sur les écosystèmes aquatiques, et puis sur nous, sociétés. Et c'est cette idée d'empreinte globale, à la fois intégrative dans le milieu et en interaction avec les sociétés, qu'on souhaite développer, et qu'on souhaite développer en interaction avec la société, pour qu'on puisse partager les uns les autres la même perception. Merci Jean-Rénal. Bon, je pense que là, on a déjà pas mal discuté. On va arriver à la conclusion de cet échange. Donc, avant de passer la parole aux participants, j'aurais une question à vous deux, la même, sur quels sont les éléments qui vous semblent déterminants pour faire face aux enjeux de la limite en eau douce, tel qu'on en a discuté. Peut-être que Sarah, tu peux commencer, puis Jean-Rénal de finir. Ouais, alors bon, ben, les limites planétaires, elles montrent qu'on n'est plus pas dans un monde où les fondements biologiques et physiques ils resteraient globalement stables, où finalement des pollutions locales et circonscrites ne seraient qu'un faible prix à payer pour un enrichissement matériel perçu comme généralisé, ce qui d'ailleurs est assez discutable. Que les flux monétaires, ils peuvent plus être étudiés sans prendre en compte les flux de matière et d'énergie qui leur sont associés, et au fond que ce que Fressoz a appelé la désinhibition moderne ne tient plus, en fait, que les dégâts environnementaux et les nuisances provoquées, elles ne sont pas que le coût inévitable de biens qui seraient plus grands et qui du coup justifieraient qu'on... Et il y a déjà quelques travaux qui font atterrir ces limites à l'échelle nationale, par exemple de la Suisse, il y a eu des travaux là-dessus, ou même individuels, et ça, il faudrait les développer davantage. Et ça peut aussi constituer un cadre aux actions pour mettre voilà, un terme aux dynamiques qui risquent de nous rapprocher trop des points de bascule. Voilà. Merci. Jean-Rénal, de ton point de vue sur ce que peut apporter One Water et la communauté académique en général? Oui, beaucoup de choses. On propose de caractériser le milieu et les ressources. C'est ce qu'on a discuté, trouver quels sont les équilibres, pouvoir éclairer sur ces équilibres, sur les points de bascule, avec le développement de nouvelles technologies, nouvelles voies de connaissances, pouvoir aussi apporter, et je pense que c'est très important, des solutions qui sont fondées sur la nature. On sait bien que toutes les solutions technologiques, elles ont toutes des conséquences, des conséquences collatérales. Les solutions fondées sur la nature, elles fonctionnent complètement différemment. Capitaliser sur les connaissances, les bases de données, on en a parlé, partager cette connaissance, pouvoir développer des perceptions communes, favoriser le dialogue, comme l'a dit à plusieurs reprises Sarah, les solutions sont dans ce dialogue à différentes échelles, locales, territoriales, globales. Et puis je pense que d'un point de vue communauté académique et avec l'ensemble des acteurs, il est extrêmement important de pouvoir se rassembler, pas uniquement sur la question de l'eau, qui nous amène tous ici, mais aussi sur la question des méthodes. Comment approcher cette question de l'eau? On sait que l'eau, c'est le miroir de nos sociétés. Beaucoup de choses s'y retrouvent. Comment approcher, définir des méthodologies, et ce sont peut-être ces méthodologies qui seront plus faciles à transcrire d'un contexte à l'autre, plutôt qu'une connaissance brute. Et enfin, je pense qu'on a tous conscience qu'il s'agit bien d'un engagement collectif dans lequel les scientifiques sont l'un des acteurs d'une transformation qui implique chacun. On en a parlé d'une nécessité, d'une urgence, sobriété, au partage, avant de parler de solutions ou d'actions. Et je pense qu'il s'agit vraiment d'une affaire de logique, pas de morale, mais bien de logique, de pouvoir se projeter dans ces questions de sobriété, de partage.
Merci Jean-Renald, merci Sarah. Donc, je pense que c'était très éclairant. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions qui sont arrivées, donc je vais en reprendre certaines. Je m'excuse déjà auprès des participants dont je ne reprendrai pas les questions parce que je ne pense pas qu'on pourra en avoir le temps. Une première question de Julien Lecomte sur eau bleue et eau verte qui fait référence à l'article de Abbott de 2019 et qui demande s'il y a ou si on peut trouver une concordance entre les indicateurs de dépassement en eau bleue et ceux selon lequel nous serions à l'échelle globale entre 50 et 100% du taux de prélèvement annuel des ressources accessibles. Oui, effectivement, il y a une vraie question qui est sur la soutenabilité en termes de prélèvement. Par exemple, sur les aquifères, des études ont été faites pour savoir quel était le taux de prélèvement par rapport au taux de renouvellement. Et dans ces études-là, on voit naturellement une grande hétérogénéité à l'échelle de la planète, hein, et on a un indicateur global, bon, le chiffre est à prendre avec prudence, de 3,5 fois plus de prélèvements que de recharge. Donc, on prélève beaucoup plus que ce qu'on recharge dans les aquifères. À certains endroits, dans la partie amont du Gange, il s'agit de 50 fois. Donc, on prélève 50 fois plus qu'on ne prélève. Pardon, on prélève 50 fois plus que le renouvellement. Dans le cas du bassin du Nil, delta du Nil, pardon, il s'agit de 30 fois plus. Et ça, c'est un indicateur de soutenabilité, un indicateur local auquel on fait extrêmement attention. On doit faire extrêmement attention. Merci. Une question de Laurent Bellet qui fait référence aux différents articles sur les limites planétaires. Une note notamment qu'il y avait eu un article en avril qui parlait de safe and just et pas uniquement safe operation space. Mais la question de just n'est pas vraiment reprise ensuite en septembre 2023. Est-ce que Sarah, tu pourrais et donc Laurent Bellet demande pourquoi, si on a un avis. Donc peut-être que Sarah, tu peux avoir des Alors, indications. oui, Peut-être alors pas moi je qui n'ai peux pas, répondre. j'ai pas posé la question à Rockstrom, hein, donc je sais pas, mais on peut imaginer. Faut voir, c'est que quand même ces affaires de limites planétaires, comme l'a bien dit Jean Reynald, hein, c'est lié à la notion d'anthropocène et qui permet d'acter qu'on n'est plus en crise de manière transitoire et qu'on a affaire à une forme de dérèglement écologique global, à un changement qui est d'ordre géologique, là même un peu tellurique, pardon. Théorique, justement. Mais comme avec les réflexions sur les limites, hein, par le passé, très vite, il y a la question des responsabilités, en fait, des gagnants et des perdants de l'histoire et des moyens d'agir. Et ce qu'il faut voir, c'est que, et je ne sais pas, on pourrait lui demander à Rockstrom, est-ce que c'est parce qu'aussi ces affaires d'anthropocène, il y a eu un foisonnement d'autres concepts, le capitalocène, le thanatocène, le phagocène, le plantatiocène, et parce que quelque part, c'est une manière de dire, mais attention, il y a des populations qui émettent plus ou moins de carbone dans l'atmosphère, qui consomment plus ou moins de terres arables, d'azote ou de phosphore, et donc qui ont plus ou moins d'impact sur la nature ou le système Terre tel qu'il est représenté. Et il y a aussi des territoires qui ont été exploités pour leurs ressources minières dans le passé sans que leur population ait eu accès aux services qu'une telle exploitation a pu produire. Il y a aussi toute une économie qui historiquement s'est construite sur la guerre. Et c'est ce que les termes alternatifs tels que capitalocène, etc., plantaiocène, c'est un peu difficile à dire, toute la question de l'économie esclavagiste en fait. Hein. Et donc ça cherche à déplacer la question des responsabilités et du coup des questions de justice peut-être sociale et environnementale. Et cette question, elle est très complexe et donc peut-être qu'aussi, je ne sais pas, voilà, que Rockstrom, peut-être qu'il y a un enjeu d'abord, je sais pas, peut-être de quantifier un certain nombre de choses avant de se reposer la question de savoir ce qui sera vraiment juste et sûr. Et puis, moi, ce que je voudrais ajouter, si je peux, parce que je sais que je suis un peu longue, je suis désolée, c'est que au-delà des responsabilités, capitalisme, etc., on sent qu'il y a des choses plus diffuses qui sont aussi culturelles et qui est notre rapport à la modernité, à l'idéal de maîtrise et de mise à distance. Et du coup, ça qui fait que c'est compliqué aussi de se
l'action de savoir comment on va se mettre des limites, en fait. Parce que politiquement, on a des États, etc., qui se sont construits, au contraire, sur des mythes d'abondance et de liberté individuelle, etc. Voilà. Merci. Donc on a eu une question là sur les eaux souterraines dont on a assez, en fait, assez peu parlé pour l'instant. En termes de quantification de l'eau sur Terre, comment est-ce qu'on détecte l'eau souterraine? Est-ce qu'elles sont-elles toutes découvertes? Est-ce que l'eau contenue dans la croûte terrestre et agissant sur le cycle interne de l'eau est en relation avec le cycle de l'eau naturelle sur Terre? C'est Oui, Jordanal de ce merci pour cette domaine. question. Effectivement, l'eau souterraine, elle est absolument cruciale. Ce sont nos plus gros stocks. L'eau douce continentale, elle se trouve essentiellement dans les nappes phréatiques, dans les aquifères. Elle ne se trouve pas en surface. En surface, on a beaucoup de flux, mais on n'a pas le stock. Ces eaux, les grands aquifères sont connus. On ne retrouvera pas aujourd'hui de nouveaux aquifères de façon extrêmement massive, comme on a pu le faire dans le dernier siècle. Comment est-ce qu'on les connaît? C'est un véritable enjeu, parce qu'on ne les voit pas. Donc, pouvoir quantifier quel est le stock d'eau disponible, à quel rythme est-ce qu'il va être rechargé, ça demande des investigations qui sont poussées, des nouvelles méthodes scientifiques. Par exemple, on utilise beaucoup la géologie. Connaître comment sont faites les structures du milieu naturel nous disent, voilà, dans telle couche géologique, ça va être un peu moins compact, les structures de sédimentation vont faire en sorte qu'il y aura eu plus d'espace et on va y trouver éventuellement de l'eau. Ça demande qu'elle puisse être rechargée également, donc qu'il y ait une connexion à un moment donné avec la surface. Tout ce cycle souterrain, on l'étudie de façon extrêmement approfondie et on a des incertitudes clairement sur les stocks. Une autre chose qui est peut-être intéressante à noter sur le milieu souterrain, c'est un milieu qui a beaucoup d'inertie. Alors c'est intéressant parce que quand il subit une pollution, on la voit pas tout à fait arriver tout de suite, mais quand la pollution, quand un aquifère est pollué, il met très longtemps à être dépollué. Donc ce sont des ressources auxquelles il faut faire extrêmement attention. Merci. J'ai maintenant des questions sur la disponibilité de la ressource en eau. Il y en a une d'Hélène Muller qui va sûrement faire écho à Sarah. Sur l'évaluation de la ressource en eau, est-ce qu'elle peut participer à la définition d'une capacité d'accueil d'un territoire? Est-ce qu'on peut déterminer, contraindre des usages du territoire, des occupations du territoire à l'eau qui semble disponible? Euh, En tout cas, aujourd'hui, c'est pas comme ça que jusqu'à maintenant, c'est pas comme ça que ça a vraiment été géré, hein. C'est ça que j'entendais par le fait qu'on a voilà, plutôt une gestion de l'eau fluviale, hein. C'est-à-dire qu'on cherche plutôt à, à rendre disponible l'eau d'une manière ou d'une autre pour les territoires, quitte à l'amener de loin, quitte à dessaler, quitte à voilà. Et donc, ou après, évidemment, on travaille aussi sur des questions d'économie d'eau qui peuvent générer des marges de manœuvre pour réallouer de l'eau à d'autres. Mais c'est clair que pour l'instant, c'est pas la disponibilité en eau qui détermine l'occupation des territoires. Et ça parce qu'on a toujours eu des approches que tu as qualifiées de techno-solutionnistes pour permettre d'amener l'eau là où étaient les activités. Voilà. Et puis, je pense que voilà, que c'est aussi comme ça que s'est construit euh, oui, l'action publique, en tout cas depuis le début du 19e siècle, sur voilà, quelque part quand même une espèce de mythe de l'abondance en fait en eau, en tout cas en France, et qui rend difficile le fait de parler en termes de compensation et aussi de mettre en place des régulations effectives. C'est pas vraiment une ressource politique aujourd'hui. En continuité avec cette question-là, il y a une question de Jean-Baptiste Wolff qui demande dans quelle mesure les modèles de développement métropolitain actuels, hein, et notamment les flux et les réseaux dont ils ont besoin, sont remis en question par l'intensification de la tension sur la ressource en eau. C'est-à-dire que là, tu nous as parlé de l'histoire, du passé, mais est-ce que si on regarde de manière prospective, est-ce que on peut arriver sur des ruptures remettant en cause les modèles de développement métropolitain actuels? Ben, c'est une bonne question. Là, il faudrait regarder s'il y a des travaux vraiment quand même de prospective qui ont été construits sur ces questions-là. Euh, Ce qu'on peut dire, c'est que
voilà, pour l'instant, enfin en tout cas dans les territoires avec euh, des risques de pénurie d'eau pour l'approvisionnement urbain. Tout à l'heure, Jean Rénal parlait du cas de Barcelone. Et ben, ils ont mis en place une usine de dessalement, hein, sachant qu'aussi cette question-là, c'est parce que elle est le signe d'une incapacité à négocier avec les usagers de l'amont, en particulier le monde agricole, peut-être des repartages de l'eau, etc. Et donc, voilà. Donc, du coup, c'est sûr qu'il y a encore quand même des promesses technologiques en termes d'offres en eau, qui posent après des questions énergétiques et tout un tas de questions écologiques, en particulier au niveau de la gestion des saumures, par exemple, pour le dessalement. Donc voilà, je pense que ce serait intéressant d'aller regarder aussi dans l'Ouest américain, en fait, ce qui se passe dans des villes, par exemple, comme en Arizona, où là, il y a quand même vraiment des situations de tension très fortes et comment ça amène ou pas à repenser les aménagements, enfin, les aménagements urbains. Bon, sachant qu'en France, quand même, hein, il y a des questions de compatibilité entre les documents d'urbanisme et de schémas d'aménagement et de gestion des eaux qui sont déjà prévus, hein. Donc, du coup, il y a quand même des outils, hein. Après, la question, c'est de les mettre en œuvre. Mais Un c'est des une bonne éléments que vous avez question. abordé dans vos interventions, c'était sur l'évaluation et notamment évaluer l'atteinte ou non des limites et vous avez parlé aussi pas mal de résilience. Donc, il y a une question de Cédric, dont je n'ai pas le nom de famille, donc Cédric, qui demande si avec les données actuelles qui sont actuellement disponibles, est-ce qu'on peut déjà évaluer un niveau de résilience en eau dans les territoires? Jean Reynald, c'est peut-être une question pour toi. Oui, il y a des données qui existent, des données de suivi. Il y a de plus en plus de bases de données qui sont réalisées sur ce suivi, bases de données à partir des systèmes d'observation dont je parlais tout à l'heure, et ils sont nombreux. Je parlais des zones ateliers, des systèmes d'observation. On pourrait parler des observatoires de la zone critique. C'est l'un des rôles des observatoires des sciences de l'univers en France, un des acteurs parmi de nombreux. Le, les limites sont toujours à évaluer d'un point de vue local. Il y a toujours une partie locale parce qu'on est dans un système, c'est un bassin versant, un système aquifère qui a une partie locale. Et je pense que c'est là qui est important de pouvoir mettre en lumière l'ensemble du cycle de l'eau. On a des limites qui sont atteintes quand on va manquer de façon cruciale d'eau. Deux exemples très brefs. Le premier en Inde, où il y a eu et il y a toujours des contaminations endémiques à l'arsenic et au fluor qui viennent d'une faible quantité d'eau disponible. On a mis en solution énormément d'éléments géogéniques à partir de l'irrigation et l'apport d'engrais massifs. Et aujourd'hui, on est dans une situation absolument critique sur la qualité de l'eau qui diminue naturellement la quantité d'eau dont on peut disposer. Et puis le deuxième exemple, c'est qu'on a une modification aussi des précipitations, une modification de la recharge, et les précipitations, au contraire de la température, sont beaucoup plus difficiles à évaluer par les modèles climatiques. Autant les modèles climatiques sont très bons pour la température, autant sur les précipitations, il y a des incertitudes très fortes. Donc là, on n'est pas uniquement sur une incertitude de connaissance en termes de gisement de données, mais une incertitude aléatoire. On ne sait pas exactement ce qui va arriver. Merci. Peut-être, oui, Pardon. Sarah? Si je peux juste compléter hein, autour de ces questions d'évaluation et qui fait un lien là, avec la question aussi précédente, c'est qu'il y a quand même des cas, par exemple en France, avec les commissions locales de l'eau et l'activité et le pouvoir réglementaire qui leur a été conféré depuis 2006. Nous, avec des collègues, on a analysé des cas où en fait il y a eu des interdictions de nouveaux prélèvements et d'installations d'industrie pour des questions de disponibilité et de risque de pollution d'eau. Donc en fait, il y a aussi quand même des prises, voilà. Je ne voulais pas. Merci. Avant de terminer, voilà, encore une question, puis après on passera à la conclusion. Mais un point qui a été relevé là, c'est une séparation entre l'eau et les sols dans la présentation ce soir, même si on a essayé d'aborder les liens entre les différentes limites. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Donc ta question, c'est de Sabine Martin qui dit que la souveraineté alimentaire, c'est l'alimentation, et l'eau.
et donc tous deux dépendent de sols vivants et demandent donc, quels sont les liens est-ce qu'on peut travailler ces liens entre sol et eau? Jean-Rénal, tu veux... La- Oui, je vois la question. Il y a naturellement une interaction extrêmement forte entre l'eau et puis différents compartiments de l'environnement. Le sol en fait partie. Le sol est une ressource en soi, par ailleurs. Et la ressource en sol est absolument cruciale. Construire un sol, ça prend un temps qui est infini par rapport au temps industriel qu'on connaît aujourd'hui. Donc, à la fois, il y a des vraies interactions entre les deux, et à la fois, il y a une vraie question sur le sol en lui-même. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Peut-être, Sarah, tu souhaites compléter? Oui, je pense que bon, quand même, la question un peu de l'eau verte et même qui est travaillée autour de ce qu'on qualifie souvent de solutions fondées sur la nature et d'améliorer la capacité de rétention d'eau des sols, etc. Ça amène à reconsidérer quand même un continuum entre ces deux compartiments du système Terre et l'importance de ne pas être que dans un logique de transfert de polluants, soit de l'eau, soit vers l'eau, soit vers le sol. Et d'ailleurs, c'est un des défis, je pense, autour de la question de désimperméabilisation des sols en ville, par exemple, et tous les enjeux que ça pose en termes de transfert en fait de polluants vers les sols, voire vers les nappes, et qui du coup pose la question quand même de la gestion à la source en fait hein, de toutes ces pollutions. Et j'ai vu dans les commentaires que en fait il y a des exemples intéressants aussi dans des communes rurales du Cantal, je crois, voilà, du Massif central dans le Cantal, où justement il y a eu aussi des questions de permis de construire qui n'ont pas été délivrées. Et effectivement, nous aussi, on a inquiété dans les Vosges où on a vu des cas comme ça. Donc, je voulais pas surtout dire au contraire, il y a des signes. Voilà. Merci Sarah, merci Jean-Rénal. Là, on arrive à la fin de ce webinaire. Et peut-être que pour conclure, je vais repasser la parole à Agathe avec une dernière question à la direction du programme du PEPR. Agathe, au vu de la complexité des processus associés à cette limite en eau douce, là qu'on a vu pendant un peu plus d'une heure, mais quelles sont les premières actions du programme One Water pour mieux comprendre les contraintes sur l'accès à l'eau et envisager les possibilités d'adaptation? Alors, merci beaucoup déjà pour la richesse des débats et pour les intervenants, qui est finalement une réelle contribution au programme. On voit bien l'importance de la complémentarité des approches, des connaissances disciplinaires, des expertises dont ont témoigné nos collègues aujourd'hui. Je pense que c'est une entrée en matière pour mieux comprendre à la fois les enjeux globaux et leur traduction à l'échelle locale et dans des temporalités extrêmement variées. On a bien vu finalement que les différents défis portés par One Water on les retrouve dans l'ensemble des échanges qui ont pu se tenir là ce soir. Et différentes actions, donc de nouveaux webinaires vont être organisés sur des thématiques spécifiques. Vous aurez évidemment la programmation de l'ensemble des choses accessibles à travers le site internet dont vous voyez l'adresse là, ainsi que sur le réseau LinkedIn. N'hésitez pas à vous inscrire. Donc, un certain nombre de questions vont être traitées à travers des groupes de travail mobilisant une diversité de collègues d'horizons disciplinaires variés. Donc, vous aurez toute la programmation aussi au niveau du site internet. Et un point peut-être avant de conclure, c'est que ça participe du partage de connaissances, ce type de webinaire, qui s'adresse donc à des publics extrêmement variés et qui participeront à cette co-construction et à ces échanges associant les connaissances scientifiques aux différents enjeux
qui doivent être portés par les acteurs dans les territoires dont on voit les singularités et les spécificités qui ne peut être envisagées simplement par une réponse ou une solution. Malheureusement, ça se saurait. Et on voit bien à la fois la complexité, mais en même temps des possibles qui sont déployés dans les territoires par les différents acteurs. Donc, nous tâcherons au niveau de OneWater de venir en appui autant que possible à l'ensemble de ces questionnements en mobilisant déjà les connaissances existantes et en les partageant davantage encore et en mobilisant de nouvelles, en essayant d'innover aussi dans la façon de produire des connaissances pour être au plus près des enjeux dans les territoires et auprès des acteurs. Et juste rappeler que ce programme donc, est financé par le programme France 2030 du programme investissement d'avenir numéro 4, qu'il est piloté par le CNRS, le BRGM et l'INRAE avec 10 partenaires, donc, que sont l'IFREMER, l'IRD, Météo France, l'Université de Bordeaux, l'Université Grenoble-Alpes, l'Université Claude Bernard Lyon 1, l'Université de Montpellier, l'Université de Rennes, l'Université de Strasbourg et l'Université fédérale de Toulouse. Évidemment, l'ensemble des collègues issus des établissements de recherche du territoire sont mobilisés et en lien avec des partenaires du monde socio-économique et en dialogue avec les porteurs d'enjeux à toutes les échelles de décision, que ce soit à l'échelle des ministères, mais aussi au plus près des territoires, avec les acteurs dans les collectivités locales, les associations, et en lien avec toutes les personnes en charge avec l'éducation, la formation, pour former les jeunes de demain à ces approches systémiques et intégrées qui sont nécessaires pour être à la hauteur des enjeux actuels et à venir. Donc, on vous remercie beaucoup pour toute votre attention et on vous donne rendez-vous à un prochain séminaire en espérant que celui-ci vous aura donné l'eau à la bouche.